prédicateur, André Rigaud, défenseur de l'ordre républicain, Sanit Belair, révolutionnaire martyr, Marie-Jeanne Lamartinière, justicière, Anténor Firmin, précurseur du panafricanisme. Nous aimerions les représenter tous. Nous aimerions présenter l'impact de leurs visions respectives, la force de leurs idéologies. Mais un seul d'entre eux est traîné devant ce tribunal aujourd'hui pour répondre de l'impact de sa vision sur notre société. Alexandre Pétion. Alors, chers rassemblés, faisons un pacte aujourd'hui. Chaque fois que vous entendrez Pétion, entendez tous les autres noms. Hommes, femmes, héros, oubliés, écartés, salis, dont la splendeur a été minimisée au profit de la gloire d'un seul homme. Aujourd'hui, levons le voile sur le héros guérisseur. Alexandre Pétion, laxiste, vous dira certainement l'équipe adverse, brandissant sa politique républicaine, sa politique agraire, sa complaisance administrative. Mais est-ce du laxisme de réparer les torts psychologiques et sociologiques causés par plus de 300 ans d'esclavage? Est-ce du laxisme de redonner sa dignité humaine, son autonomie à une nation réduite en qualité de propriété? Le Code noir de 1685, rédigé sous Louis XIV, en son article 44, disposait ceci. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels, entrer dans la communauté. L'article 28, déclarons les esclaves incapables de toute propriété et que tout ce qu'ils acquièrent appartienne à leur maître en pleine propriété. Comment bâtir une nation fière et prospère sur les blessures de ces acteurs anciennement réduits en sous-hommes? Faut-il faire perpétuer la tradition du travail forcé? Faut-il instaurer un système tyrannique calqué sur la monarchie européenne, inadapté aux réalités sociologiques du premier peuple noir libre? Quoi de mieux pour implanter l'honneur et le sentiment d'appartenance chez ce peuple anciennement asservi que de lui donner ce qu'il n'a jamais eu? Un bien doté du symbolisme du chez-soi, une portion de terre pour lui rappeler qu'il peut désormais jouir du travail de ses mains, un système politique qui lui donne enfin le pouvoir sur son avenir. Tout à l'heure, j'ai été étonnée d'entendre mon confrère qualifier Henri Christophe de civilisateur. Civilisateur, vous dites, avec l'esclavage modernisé? Il l'a aussi qualifié d'homme discipliné. De quelle discipline parle-t-on? C'était de l'asservissement. Contrairement à Henri Christophe, qui a modifié le système esclavagiste en une monarchie implacable, dont le seul but était de combler son ego démesuré, au mépris total des séquelles d'un peuple fraîchement libre, Alexandre Pétion s'est montré soucieux de guérir. Honorons ce héros. Merci. Une autorité centrale, lorsqu'elle est exercée entre les mains d'un homme, de leader intègre et visionnaire, ce n'est pas une porte ouverte à l'abus de pouvoir, mais plutôt la garantie de l'application de la loi et aussi la réalisation des grands projets nationaux. Alors la politique étrangère de Christophe était pragmatique et souveraine. Il a habilement joué de la rivalité qu'il y avait entre la France et aussi l'Angleterre pour assurer des débouchés commerciaux sans être soumis à aucune puissance. Alors, il a aussi cherché une reconnaissance internationale sans compromis. Alors, face à une mondialisation qui menace tant l'État moderne, surtout l'indépendance de ces petits États et aussi les spécificités, une vision christophienne, souveraine et farouche, est bien plus actuelle que jamais. Le Code Henri de 1812, mesdames et messieurs. Ce code avait été analysé par une anthropologue canadienne, Micheline Lamed, dans un ouvrage intitulé Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti, publié en 1978. Micheline a précisé que ce code établissait déjà un embryon d'état de droit, avec séparation de pouvoir et aussi une justice indépendante. Donc il n'y avait pas un roi caprice de pouvoir, il n'y était pas un tyran, mais plutôt la volonté de bâtisseur. Il n'était pas comme ce président Pétion avare de pouvoir qui ne respectait même pas sa constitution, mais plutôt l'ingénieur social qui voulait instaurer de l'ordre après le chaos postcolonial.
Il a su que la dignité d'une nation se mesure à la solidité de ses institutions, non à la beauté des discours. Car sous sa ferme, le nord d'Haïti connaît une prospérité que l'histoire a trop souvent ignorée. Le sociologue haïtien Laïnek Urbon, dans un ouvrage intitulé Culture et dictature d'Haïti, publié en 1979, a analysé comment le projet économique de Christophe, fondé sur le travail, une économie sans dette, et aussi un peuple nourri par son propre travail. De quoi être fier. Alors, ce même travail a servi de base à une structure politique ayant des conséquences sociales et durables. Alors, Christophe avait compris avant l'heure que la liberté politique sans souveraineté économique n'est qu'un mirage. Alors, mesdames et messieurs, méfiez-vous de la partie adverse. Soyez attentifs et vigilants. Car Christophe n'a pas imposé la discipline par goût du pouvoir, mais pour répondre à une nécessité biologique et sociale, qui est celui de permettre à un peuple naissant de survivre dans un environnement hostile. Alors la citadelle, mesdames et messieurs, n'était pas un caprice mégalomane, mais l'incarnation de cette vérité. Alors, quand l'existence même d'une nation est en jeu, les petites faveurs, les petites flatteries qu'avait fait Pétion doivent s'incliner devant les lois ignorables de la survie. Car toute autre approche de la partie adverse va vous révéler aux lèvres de l'utopisme fatal, des arguments dangereux et fallacieux. Alors soyez attentifs, soyez vigilants et prudents, car vous devriez être fiers du roi Henri Ier. Merci. Légère, servant à couvrir la tête, le visage ou à cacher quelque chose. C'est dans ce contexte-là que ma consoeur Ruth Nadet a utilisé le mot voile. Mais en aucun cas, elle n'a voulu parler de la voile. Et la voile, elle est définie comme étant un tissu tendu au gréement de navire pour recevoir l'action du vent. Donc, quand on parle de la voile, on voit bateau. Merci, cher Bati Alves. Nous a parlé d'une alliance entre Henri-Christophe et l'Angleterre. Mais permettez-moi de vous dire, chers assistants, et aussi la partie adverse, que Christophe a entrepris uniquement des relations diplomatiques stériles avec l'Angleterre. C'est-à-dire, ces relations n'ont apporté aucun fruit. Car l'Angleterre n'a jamais reconnu, au moment de Christophe, l'Angleterre n'a pas reconnu l'indépendance d'Haïti. La partie des Vendresse nous a dit que Christophe voulait instaurer l'ordre dans le désordre, que son royaume était un gouvernement fort. Mais pourquoi? Oui, mesdames et messieurs, pourquoi après la mort de Christophe, son royaume s'est éteint avec lui? S'il était aussi fort, mesdames et messieurs, pourquoi il n'a pas perpétué dans le temps? Qu'est-ce qu'il n'allait pas? Bien qu'il n'était pas aussi fort qu'on le croyait. J'ai prévu de commencer mon discours avec une citation de Jean-Jacques Rousseau. Cette citation est tirée de son livre Du contrat social. La citation est la suivante. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Mesdames et messieurs, cette citation s'applique parfaitement à la situation de servitude, d'asservissement, de domination dans lequel se trouvait le côté nord du pays au lendemain de l'indépendance. Oui, ce peuple qui autrefois a été asservi par les Blancs s'est retrouvé maintenant sous les jougs implacables. La vision et les réalisations de Christophe. Elle soutient aussi que Christophe était un autoritaire, un despote. Mais nous rendons à l'évidence qu'elle a mal compris la politique de Christophe. Mesdames et messieurs,
L'autorité et la discipline ne sont-elles pas le prix de la grandeur? La politique de Christophe n'a fait que sauver l'économie haïtienne qui reposait sur l'agriculture d'exportation. Honorable assistance, aujourd'hui, nous plaidons la cause dont la politique mérite non pas le rejet, mais plutôt de l'admiration. Il est fait temps de reconnaître la vision et la clairvoyance de Christophe. Et c'est pourquoi nous, de la partie de m'adresse, nous sommes là. Nous sommes là pour vous dire que Christophe était un visionnaire, un bâtisseur de nations. Qui d'entre vous dans la salle aujourd'hui peut parler sans évoquer l'héritage monumental de Christophe? N'avait-il pas dit qu'à ce peuple humilié, il faut un monument pour le remettre debout? Elle est dressée comme un roc face à l'arrogance du temps. Chers membres de la partie de Mondresse, dites-nous, entre Christophe et Pétion, lequel a compris la réalité de notre peuple tout juste sorti des chaînes? Le premier débatteur de la partie de Mondresse, mesdames et messieurs, a qualifié Pétion, je cite, prétendu républicain. Aujourd'hui, soyons honnêtes, vivons-nous dans une république ou sous une couronne invisible? Aujourd'hui, parlons-nous de République d'Haïti ou de monarchie? Christophe a-t-il élevé son peuple ou l'a-t-il écrasé sous les pierres de sa propre gloire? Cette citadelle que la partie de Mondresse brandit comme symbole de fierté. N'est-elle pas d'abord, mesdames et messieurs, un cimetière de bras brisés et d'âmes sacrifiées? Tout à l'heure, la partie de Mondresse va prendre la parole. Demandez-leur de vous rappeler la bataille de Cyber du 1er janvier 1807. Demandez-leur. Et que dire de roi? Plutôt que de s'asseoir sous la tonnelle des tambours, Assotor avec ses frères a préféré prier le Dieu de ses oppresseurs, le catholicisme. Fallait-il à ce point renier la foi de nos ancêtres pour mieux ressembler aux colons, nos bourreaux, mesdames et messieurs? N'est-ce pas là la plus grande ingratitude d'un homme envers son peuple? Chers membres de la partie de Mondresse, si la vigueur de votre estime pour Christophe est réelle, et si vous pouvez vous exprimer sans tomber dans les pièges de fanatisme aveugle, la partie de Mondresse vous invite à répondre clairement aux questions que je viens de soulever. Et même sur ce point, nous demeurons sceptiques quant à votre capacité à nous convaincre. Membres de la partie de Mondresse, le public vous attend. Le micro reste ouvert. Merci. Et un exercice de tolérance. Et c'est ça même qui manquait dans le pays. 1986, Duvalier est tombé. Il y a une démocratie, nous disons la démocratie. Mais éducation pensée,
capacité pour nous capables de dialoguer, pour nous entendre l'autre là, même si l'autre là diamétralement opposé par rapport à nous-mêmes, mais qui côté nous avons joué un petit terrain d'entente entre nous, ça va exister. Nous-mêmes haïtiens, le plus souvent, nous ne sommes toujours pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, même le nous ne sommes pas d'accord avec. Toujours on ne pas d'accord. Mais par contre, c'est la vie à même qui est comme ça. Mais si nous apprenons à dialoguer, côté que vous c'est jaune, moi bleu, mais nous avons joué un petit terrain d'entente, c'est quand même là, nous avons bien un pays qui allait bien toujours, au lieu que nous chita uniquement dans un bord, boss a une raison nette, boss a une raison nette ou bien le gain net. Ceci est tellement vrai, le fanatisme. Il aveugle nous à un tel point que moi c'est ma coûte, ou c'est la valasse. Donc ça veut faire que, comme ma coûte, comme un tel la valasse, nous pas jamais 40 ans. Donc moi invite nous chaque là à faire exercice ça à partir de qu'on est à la même. Dans l'année ça, Eloquence Club de plaidoirie pour retourner dans le Nord encore, tant que nous avons fait ça en 2017. Nous avons une formation dans le domaine qui est débat, argumentation, logique. Nous pas obligés de bataille parce que moi, avoir idée, nous pas d'accord ça, nous pas d'accord et nous obligés de bataille. Sans ne pas faire aucune personnalité parce que Eloquence Club de plaidoirie, c'est un club qui est apolitique. Mais même si nous jeunes, gardez bien dans l'esprit, nous, aller dans 2, 3, 4, 5 ans plus tard, derrière, d'après ça qui a passé. Juste parce que nous avons une série de leaders qui ne peuvent pas entendre sur un bout de zongue, ça va faire nous perdre tout un point. Donc, on nous bat pour nous mettre plus de dialogue dans ce que nous faisons. Et bien, c'est là que vous campez. Je dis, nous match là presque fini, mais il y a deux personnes qui peuvent parler, pas vrai? C'est deux capitaines. C'est sous dos chaque capitaine que issue ou encore match là, c'est sous dos que nous reposons. Et bien dans ce sens-là, puisque tout débatteur et débatteuse te prend la parole déjà, il a fait une synthèse entre eux et après 5 minutes pour ça. Et dans 5 minutes là, nous gagnons M. Fanfario, nous gagnons Léo Judex et nous gagnons Guerrier Marc qui pourra jouer pour nous. Mais juste avant, permettre que moi dise que nous avons gagné un concours podium dans le Nord qui a commencé 1er août et il a fini 17 août. Nous avons tout trio qui pas te remettre. Et il faut que moi dise que l'équipe qui a gagné, c'est une équipe au cap qui a gagné. Je vais profiter de micro ça pour me remercier premièrement UNESCO qui t'a cru dans l'idée que nous t'es venu avec lui. Nous t'ai dit, mais le problème dans le pays, chaque fois qu'il y a un concours de débat, c'est toujours concours de débat pour les élèves, concours de débat pour les universitaires, concours de débat pour les avocats. Mais par exemple, un concours côté tout le monde la donne. Nous t'ai dit, on nous fait un essai, on a fait ça qui est un championnat de libre plaidorama. Côté quel que soit mon nom ou capable, qu'on finit l'école, qu'on pas fini l'école, qu'on fait doctorat, maîtrise, licence, quel que soit, ou la donne. Effectivement, nous avons un peu critique. Un peu nous dit, ah, ça pas possible. Comment on fait doctorat, il fait maîtrise, et puis pour petit monde, il pour gens dans le niveau, et puis pour dire pour le battre. Mesdames, messieurs, moi invite nous applaudir avec moi Sébastien, on élève lui. Même côté nous les directeurs là, nous parlons de l'idée, ils ont une idée, nous avons dit entre guillemets, nous fou, parce que pourquoi je ne fais ça dans aucun côté dans le monde là, pour faire un débat et puis tout le monde la donne. Il était couru accepter et il prêtait nos auditorium et je dis à nous, tout le monde là, nous chita. Merci. Monsieur, c'est. Moi j'ai Jordanie Pierre-Louis. Et Marie Myrta Gentil. Alors, le pour match la vie fait ici, dans un premier temps,
c'était déjà en 2017, nous avons fait préparation pour match ça. Pour être capable de faire match là en hommage à Wa pour 200 ans, la Moli en 2020. Mais c'est période ça, l'église l'autre bois, mis l'eau déboulée. Donc nous devons pas de cavine. Fin de gros problème. Tout le monde a besoin de jouer, il a besoin de plaider, il a besoin d'avocat pour qui monde? Pour Henri Christophe. Monsieur. Problème grave. Monsieur est nèg Port-au-Prince, nèg l'autre bois. Monsieur d'accord pour que lui aille bataille pour pétition, mais mettre là, mais place ça, bon, ça on va le faire parce que là, son bagage est indéfendable. Bon, à la fin des fins, choisi, nous ne pouvons pas gagner n'importe qui pour venir défendre, eh bien nous choisissons Jordani Pierre-Louis qui était fin gagner dans un concours voisin cœur d'Haïti et au sacré lit. Quel est le titre encore? Président universitaire pour tout Haïti. Qui a représenté Haïti l'année dernière face à la Fédération française de débat et d'éloquence. Donc, gros match à Paris et il était pris un prix d'éloquence et nous recevons l'autre prix encore, c'est tout le club. Et prix c'est prix émérite de la Fédération française de débat et d'éloquence. C'est l'unique club étranger qui prend prix ça et jusqu'à présent, pour l'autre club qui gagne. Marie qui est gentille et enragé, c'est mon local, c'est Christophe pour le défendre. Faut-il parler avec elle, dire mais non, attention. Pétion, tu ne peux pas gagner n'importe qui qui peut venir défendre, il faut que là. Ils sont-ils pas d'accord? Un beau matin levé. Bon, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Je dis d'accord avec vous qui. Non. Tout document que je lis, tout c'est Christophe qui montre qui gagne. Bon, moi-même, je veux défendre l'indéfendable. Donc, est-ce que vraiment, la pétition est indéfendable? Est-ce que Assoya, c'est pétition qui a gagné? Est-ce que Assoya, c'est Christophe? Mais comme c'est débat, il y a une langue là-dedans, il y a une éloquence, il y a toutes sortes de causes là-dedans. Nous allons voir qui est-ce qui va gagner. Je dis nous merci. C'est là que le match là va finir, mais comme les jours, en temps fini, nous allons remettre pour eux. Je vais demander deux capitaines de nous mettre à la chita et ensuite je vais vous donner la parole. L'ultime verdict entre Christophe et Pétion, partie de Mandresse, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est avec un cœur rempli de peine que je regarde quand même, malgré toutes les exactions posées par le président Pétion, il a su trouver des défendeurs. La partie adverse a dit que si c'était sous Christophe, vous n'auriez pas pu hériter de votre père. Eh bien, très chère partie adverse, il faut dire que Christophe t'a encouragé le travail pour gagner bien avec souhait front, pour pas attendre bien papa. C'est ça qu'elle voulait que... Cette même partie adverse nous a également dit que par rapport à son discours, si Christophe était là, il aurait ordonné de l'exécuter. Mesdames et messieurs, c'est un procès d'intention. Qui a vraiment dit que Christophe allait le faire? D'accord. La partie adverse a encore dit, bon, il faut dire que c'est une partie qui a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. La partie adverse a dit que Pétion a
encore une fois. Christophe ne cherchait pas la gloire. Christophe ne cherchait pas la lumière. Mais Christophe voulait travailler pour son peuple. Christophe voulait imposer la discipline, la rigueur, le travail, l'éducation pour son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui on peut constater que ailleurs pétion à toi statut. On dit souvent que ceux qui ne travaillent pas, on leur donne toujours de la gloire. Apparemment c'est vrai pour Pétion. Mesdames et messieurs, le premier débatteur de la partie adverse a parlé du premier débatteur de mon équipe. Il faut dire que ça, c'est un sophisme à dominer. Cette partie a pris le malin plaisir d'attaquer personnellement mon coéquipier au lieu d'attaquer son argumentation. Pierre Blackburn définit le sophisme comme étant un raisonnement faux. Mesdames et messieurs, la partie adverse a comparé la période de Christophe et notre période, la période de Christophe où il fallait instaurer une discipline, et notre période où les droits humains règnent encore aujourd'hui. Et ça, c'est de l'anachronisme idéologique. Je vais vous dire c'est quoi l'anachronisme idéologique. Selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale, l'anachronisme idéologique est le fait de juger ou d'interpréter une idée, des événements, une idée, des personnages ou des décisions du passé avec les critères idéologiques du présent. Donc on ne peut pas comparer la période de Christophe et notre période. Proclamation dans l'histoire d'Haïti. La citadelle La Ferrière est classée comme un patrimoine de l'UNESCO en 1982. Et selon ce même auteur, dans son ouvrage, il nous a parlé de Fasti qui a déclaré au roi Christophe, permettez-moi, chère assistance, de vous donner lecture. C'est, lui dit-il, la plupart des rois ont construit des monuments qui ont fait leur gloire et éternisé leur nom, tels que les pyramides d'Égypte, le fameux labyrinthe de Crète. Mais aucun de ces monuments n'a été construit à l'utilité de leur peuple. Tandis que, écoutez bien, cette citadelle où nous sommes, construite par le génie de votre majesté, est le palladium de notre liberté et de notre indépendance. Vous n'entrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Quelles ont été les déclarations, les mots d'un général responsable face aux menaces extérieures? Distingués membres du jury, Select Assistance, ce soir, il faut dire que nous ne sommes pas réunis pour jeter de l'ombre du mépris sur la mémoire de quiconque. Au contraire, nous sommes ici pour réclamer, pour demander, au nom de la vérité et de la justice, que chaque dirigeant réponde des traces qu'il a laissées à travers l'histoire. En 1804, du brasier de la Révolution est née la nation haïtienne, forgée dans le sang, le courage et la flamme indomptable de la liberté. Ce jour-là, un peuple d'anciens esclaves, autrefois courbés sous le joug de la servitude, s'est dressé avec la dignité retrouvée de l'humanité. Haïti, première république noire, libre et indépendante du monde, a alors fait trembler les trônes, ébranler les empires et éveiller les consciences endormies pour ensuite graver dans le marbre du temps
les mots liberté et dignité humaine. Malheureusement, métropole française, et c'était une indépendance économique. Troisièmement, mesdames et messieurs, Christophe était le restaurateur de la richesse nationale. Selon Rémy Zamor, dans son ouvrage Histoire d'Haïti de 1804 à 1884, Christophe avait un rêve immense: faire progresser le pays, multiplier les ressources de revenus afin de garantir l'indépendance physique et territoriale de la jeune nation. Pour parvenir à cela, il savait pertinemment qu'il lui faudrait un plan. Eh bien, c'est pour cela qu'il va établir une politique économique axée sur une politique agraire visant à lutter contre l'oisiveté, le vagabondage. Visant à lutter contre l'oisiveté et le vagabondage. Suivez, chers partis adverses. Car pour Christophe, chaque citoyen doit être utile. Tous ces citoyens doivent être utiles dans la production nationale de denrées et de produits de bonne qualité comme le café, le coton, l'indigo, le cacao, l'igname, le maïs, etc. Ensuite, Christophe a mené une politique commerciale. Cette dernière lui a permis d'avoir des échanges commerciaux avec l'Angleterre, les États-Unis, la Suède et j'en passe. Ainsi, le commerce devient florissant. L'or coule à flot. L'économie est en bonne santé. En gros, la richesse nationale est restaurée. Donc, le roi Christophe savait que si l'on veut conquérir et être compétitif sur le marché international, une économie en bonne santé, une production nationale fructueuse, une armée forte et une diplomatie avec des têtes aussi bien pleines que bien faites sont d'une nécessité absolue. Mesdames et messieurs, fort de toutes les bases posées par Henri Christophe, il est clair que ce grand visionnaire préparait Haïti pour la mondialisation. La mondialisation se définit selon la Commission européenne comme étant le processus par lequel l'interdépendance entre les marchés et la production des différents pays s'accroît sous l'effet des échanges de biens et de services. Et l'interdépendance, mesdames et messieurs, constitue l'épine dorsale, la base de la mondialisation. Et c'est ce qu'avait compris Christophe. Mesdames et messieurs, très probablement, la partie adverse vous dira que Pétion distribuait des terres en lot. Et je vous dis que Pétion faisait cette distribution au cas où les Français reviennent. Ils pensent que les propriétaires se soulèveraient pour défendre leur propriété. Simplement pour ça. Alors que Christophe lui-même, pour se préparer contre toute tentative de recolonisation, il a construit des forts pour créer le sentiment d'appartenance à cette terre. Christophe a offert à son peuple de l'éducation et de l'instruction. Nelson Mandela eut à dire que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, Christophe était un grand visionnaire. Avant Nelson Mandela, Henri Christophe a pu comprendre que l'éducation est l'arme la plus puissante pour solidifier et construire une Haïti forte et prospère. Donc, Mandela ne faisait que mettre des mots sur les actes du roi Henri Ier. Merci. Membres du jury,
nous avons pris plaisir à écouter pour la énième fois le discours ô combien facile de la partie adverse. Car défendre Henri Christophe est une tâche facile qui n'exige aucun grand effort cérébral. Mesdames et messieurs, Christophe, sur les pages de l'histoire, a fait couler l'encre à flot. Nous autres, de la partie défendresse, il nous a été difficile de trouver des sources, des faits qui parlent d'Alexandre Pétion, ce héros de l'indépendance qui a été invisibilisé éditorialement. C'est pour cela que nous, de la partie défendresse, nous venons marquer vos esprits ici, ce soir, par les faits dont l'histoire parle tout bas. Tout d'abord, je voudrais continuer mon argumentation. Merci. Nous de la partie défendresse, aujourd'hui, ce soir, nous voulons tracer l'exemple. Nous voudrions extirper du marasme idéologique la partie adverse. Je vais réfuter sur quelques points. En parlant du sophisme ad hominem, nous sommes désolés, chers partis adverses, il me semble que la partie a mal lu la définition. Le sophisme ad hominem consiste à attaquer directement la personne sur ses apparences, sur sa personnalité, sur son intégrité physique. Ma consoeur, en indiquant le premier avocat débatteur de la partie de Mondresse n'a fait qu'héritage de Pétion. Si l'héritage, pardon, pour ce que l'erreur est humaine, si l'héritage d'Henri Christophe avait été jusqu'à présent, auriez-vous pu hériter de la totalité des biens de vos parents qui n'ont pas pu ou n'ont pas choisi de se marier? Je poursuis pour vous. Distingués membres du jury, suivant une approche comparative, loin du sophisme de la double faute, la partie défendresse argumente. Mais avant tout, nous allons faire un survol historique. Dans son ouvrage, Le pays en dehors, de Gérard Barthélemy, nous avions appris que dans la société post-esclavagiste, un désir aussi fort que le désir de liberté planait sur toute la société. Ce désir n'était autre que le désir d'égalité. Les hommes libres de la nouvelle société recherchaient la reconnaissance de la qualité d'homme. Ils étaient avides d'égalité. Maintenant, voyons voir, suivant cette approche comparative, entre Alexandre Pétion et Henri Christophe, lequel des deux héros a mieux encadré l'égalité en Haïti? Nous, de la partie défendresse, nous disons que Alexandre Pétion est le garant de l'égalité et de la liberté individuelle. Il a garanti l'égalité et la liberté individuelle sur les plans social, politique et religieux. Maintenant, sur le plan politique, voyons voir. Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Dans la Constitution de 1816 d'Alexandre Pétion, cette égalité est garantie en les articles 4 et 8. L'article 4 dit que le gouvernement d'Haïti n'est point héréditaire, il est électif. Et ensuite, en l'article 8, il a dit l'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Maintenant, voyons voir du côté de Christophe. Henri Christophe, dans sa constitution de 1811, dès le préambule et pour aller plus loin, dans l'article 1er, il a dit que le président Henri Christophe est déclaré roi d'Haïti sous le nom Henri Ier. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille pour les descendants mâles et légitimes en ligne directe par droit d'aînesse à l'exclusion des femmes. Voyons voir maintenant la balance historique. Alexandre Pétion, dans la Constitution de 1816, avait déjà résolu ce problème qu'on connaît encore aujourd'hui avec le système patriarcal, mais qui est en train d'être résolu. Il avait résolu cette question de genre. Il avait favorisé un pouvoir inclusif. Il avait déjà résolu l'accès aux femmes, aux pouvoirs les plus importants dans ce pays. Maintenant, avec Henri Christophe, que voyons-nous? Le pouvoir est uniquement passé de père en fils et non de père en fils. C'est impossible. Maintenant,
nous disons que sur le plan social, à des faits et de la science, par ces actes, nous allons vous prouver. Selon le DSM-5, manuel psychiatrique et statistique des troubles mentaux, la caractéristique essentielle de la personnalité narcissique est un mode général envahissant de grandiosité, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie. De nos jours, nous nous demandons combien de nos dirigeants souffrent de ce trouble pathologique. Je ne vais pas répondre et je demande à quiconque d'ailleurs de le faire, mais ce qui est sûr, ils ont hérité ce trouble d'Henri Christophe. La partie demanderesse a beau défendu pour dire que Christophe ne recherchait pas la gloire. Maintenant, voyons voir avec les faits historiques. En ce qui a trait à la grandiosité et le besoin d'être admiré, Henri Christophe était bel et bien un tyran narcissique. Selon Michel Hector, dans son article « Une autre voie de construction de l'État-nation, l'expérience christophienne, 1806-1820 », il est dit que les titres de noblesse d'Henri Christophe étaient le symbole de ce qu'on appelle en sociologie de la distance sociale entre la nouvelle aristocratie et le gros des cultivateurs. Donc, en agissant ainsi avec de tels titres de noblesse, il ne faisait que reprendre ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique. Ensuite, selon l'ouvrage collectif encore La jeunesse de l'État haïtien, avec Michel Hector, nous avions compris que Henri Christophe, pour démontrer l'opulence de sa monarchie, la famille royale figure une liste impressionnante de maisons de plaisance, châteaux, sucreries, cotonneries, arts et hâtes qui ne riment aucunement avec la volonté réelle de maintenir la production collective. Donc cette utopie relevée par la partie adverse pour dire que Christophe voulait favoriser l'économie à grande échelle, une économie pour toute la nation, ce n'était pas vrai. C'était uniquement pour grossir les finances de son royaume afin de se montrer différent face à Alexandre Pétion, le leader du Sud. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que ce même peuple du Nord avait aussi combattu valablement pour sa liberté. Mais qu'est-ce qu'a fait Christophe? Il les a soumis à un régime féodal de travail forcé, impliquant des châtiments corporels. Qu'avaient fait vos ancêtres? Qu'avait fait le peuple du Nord, ayant aussi valablement combattu pour leur liberté, pour mériter ou encore pour subir les châtiments de monarques malades? Je poursuis. Maintenant, ce qui a trait au manque d'empathie, je corrobore les dires de mes consoeurs qui est Micheline Lamy, Ruth-Nadèle Placide et Samantha Desvarnieux. En ce qui a trait au manque d'empathie, il est dit que le désir du petit peuple du Nord de préserver la liberté et d'acquérir l'égalité était ignoré. Au lieu de mettre son empathie au service du peuple, selon le docteur Ernst Bernardet dans son ouvrage Histoire économique et sociale d'Haïti de 1804 à nos jours, le roi Henri Ier a préféré renforcer un régime féodal tout en distribuant des terres aux grands dignitaires de son royaume. Les terres n'étaient pas pour tout le monde, et bien sûr à ses collaborateurs immédiats. Contrairement à Alexandre Pétion, qu'est-ce qu'il a fait? En tant qu'homme lucide, comme vous l'avez dit, Samantha Desvarnieux, il a fait preuve d'empathie. Lorsque la partie adverse a dit la politique de redistribution des terres de Pétion, ce n'était qu'un écran de fumée parce qu'il craignait le retour des Français. Chers partis adverses, nous vous demandons votre base scientifique pour certifier que Pétion craignait le retour des Français. C'est pour cela qu'il avait distribué des terres. Maintenant, voilà ce qui est dit, selon les sources historiques. Toujours avec Westler Emmanuel, dans Ces domaines redevient Haïti, il a dit que la politique agraire, multiforme et fille du moment de Pétion doit être jugée selon le contexte de l'époque, en fonction des intérêts politiques et des difficultés qu'il est appelé à confronter tout au cours de son gouvernement dans l'Ouest et dans le Sud. Contrairement à Henri Christophe, malade, sociopathe, il se la coulait douce dans le royaume du Nord. Toujours pour vous démontrer son déficit d'empathie, comme Samantha Desvarnieux vous l'avait dit, après l'échec total de son armée au siège de Port-au-Prince, Henri Christophe, furieux de cette défaite, rentra à Douillard
où il ordonne d'exécuter tous les gens de couleur qu'il accuse de sa défaite à Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, c'étaient des innocents, des personnes qui n'avaient rien à voir avec ces défaites à Port-au-Prince. Ces personnes-là avaient été massacrées. Hommes, femmes, enfants, personnes malades, infirmes, tout le monde était massacré. Est-ce là le comportement de roi Lucie? Mesdames et messieurs, demandez-vous cela. Est-ce que le roi Henri Ier disposait de toutes ses facultés mentales? Je fais appel à votre sens de discernement. Je vous demande, cher public, d'écarter tout fanatisme et d'analyser les faits au regard de la science. Après que la partie défendresse vous ait démontré que Henri Christophe était un tyran narcissique, parce qu'il remplissait toutes les conditions de la personnalité narcissique, à savoir le désir de grandiosité, le mode d'empathie, et ensuite, comme on pourrait le citer, le besoin d'être admiré. Et nous vous avons montré aussi entre le monarque Henri Christophe et le leader, ou encore le républicain Alexandre Pétion, qui était à la hauteur pour l'égalité en Haïti. Fort de tout ce qui précède, mesdames et messieurs, nous de la jeunesse éclairée de ce pays, à la lumière de l'analyse des héritages d'Henri Christophe et d'Alexandre Pétion, nous nous rendons compte que la monarchie d'Henri Ier est tombée sous le poids de la faiblesse du tyran. Et la République, jusqu'à présent, a encore du mal à tenir debout. Tout cela à cause de quoi? À cause du désir de bien faire, tantôt de Christophe, tantôt de Pétion. L'analyse de ces deux modes de gouvernement différents, de ces deux visions diamétralement opposées, nous a permis, nous de la partie défendresse, de comprendre que les échanges constructifs dans la tolérance des idées divergentes de l'un ou l'autre héros, matérialisés par des actions concrètes, nous auraient légué un meilleur héritage. C'est bien pour cela que nous, de la partie défendresse, invitons ce soir au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, Henri Christophe et Alexandre Pétion à faire la paix dans le monde parallèle d'où ils nous ont convoqués à nous entre-déchirer par les mots, juste pour avoir raison. C'est pour cela aussi que moi, en tant que fille de la cité d'Henri Ier, ce soir, au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, je fais preuve de grandeur avec mon équipe ici présente pour inviter la partie de Mondresse à unir sa voix à la nôtre pour nous entendre afin de diriger le pays autrement. Monsieur le capitaine qui mène le bateau de la partie de Mondresse, Monsieur le capitaine qui mène le bateau de la partie de Mondresse, au lieu de terminer mon discours par l'adage latin qui dit Alea iacta est, qui signifie que les dés sont jetés, je voudrais de préférence terminer mon discours par un geste symbolique pour réparer les tares de nos héros. Monsieur le capitaine, j'espère bien que vous êtes galant. Je vous tends la main aujourd'hui, capitaine, pour l'unité, la paix et la mémoire. Merci beaucoup, Madame la capitaine. Alors, comme vous l'avez fait, j'invite mon équipe à rejoindre l'équipe de Pétion pour l'unité et l'amour. Mesdames et messieurs, c'est l'assistance. Pétion d'un côté, Christophe de l'autre côté.
avons vu, nous avons su comment ça a été dans l'histoire. La guerre, la division, la bataille de Sidéa. Plusieurs Haïtiens ont été assassinés. Aujourd'hui, nous vous invitons, chère assistance, chers nordistes et chers pauvres précieux, unissons nos voix pour Haïti, pour l'unité et l'unité. Avez-vous apprécié l'initiative